Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner deux nouvelles démonstrations du théorème de Weierstrass et du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, ils sont récentes puisque l'une est apparue en 2018 et la deuxième est apparue en 2025. Bon, alors ce qui est étonnant, c'est que donc ça fait donc ça fait très longtemps que ces deux théorèmes sont enseignés au niveau de la première année de l'université et les gens se sont habitués à leur démonstration classique. Alors aujourd'hui, on va voir deux démonstrations nouvelles qui utilisent de nouvelles idées. Et ça, c'est une preuve de la richesse des mathématiques et de leur beauté. Alors, allons-y. Donc, d'abord, donc si tu es nouveau et si tu viens de rencontrer cette chaîne, alors il y a toute une playlist consacrée aux grands théorèmes, aux résultats classiques des mathématiques et quelques curiosités. Il y a aussi un contenu adapté à l'enseignement des mathématiques à l'université et aux classes prépa. Donc liker, s'abonner, partager permet à la chaîne de se développer et d'atteindre un large public. Alors allons-y. Le théorème des Weierstrass. Alors, l'énoncé de ce théorème, donc c'est un théorème qui dit que si une fonction est continue sur un intervalle fermé borné, alors il est borné, la fonction, et atteint ses bornes. Donc ça veut dire que le sup de la fonction et l'inf donc sont finis, donc ça veut dire sont bornés, et en plus ils sont atteints. Il existe deux valeurs alpha et bêta, donc telles que quel que soit x dans AB, f de x est compris entre f de alpha et f de bêta. Voilà, alors ce théorème, alors en fait la démonstration classique de ce théorème, donc je vais vous la donner rapidement, donc en fait c'est l'idée de la démonstration. Alors d'abord donc on va montrer ça, bon ça se fait de la même manière. Alors d'abord le sup, il y a toujours une suite, la borne supérieure d'un ensemble est toujours limite d'une suite de cet ensemble. Donc il va exister une suite AN telle que le sup de f, le sup de la fonction sur AB, c'est la limite des f des AN. Voilà, donc ça c'est la propriété de sup. Alors ensuite j'ai une suite et c'est là où on utilise un résultat fondamental. Donc la suite AN est une suite dans cet intervalle. Et donc en fait c'est la capacité qu'on va utiliser. Alors dans les versions générales de ce théorème, donc ici on remplace par un compact pour des fonctions de plusieurs variables. Donc le théorème de Bolzano-Weierstrass me dit que cette suite admet une sous-suite convergente. Donc il existe une sous-suite limite 2 qui converge vers un élément dans AB. Voilà, et c'est ça la clé. Et maintenant, la continuité nous dit que la limite de cette suite, alors bien sûr ça c'est une sous-suite de celle-là, donc ils ont la même limite, et la continuité va me dire que la limite de f de alpha n c'est f de la limite, et c'est-à-dire bêta, et on a la démonstration du théorème. Voilà, donc c'est ça, et donc ça repose sur le théorème de Bolzano-Weierstrass. Bon, alors les démonstrations qu'on va voir aujourd'hui, justement, n'utilisent pas du tout la capacité de l'intervalle. Donc on ne va pas utiliser ça. La première, alors aussi, donc on va donner aussi une nouvelle
démonstration du théorème des valeurs intermédiaires. Donc le théorème des valeurs intermédiaires nous dit que si j'ai une fonction continue sur un intervalle i, et si je prends deux points distincts de cet intervalle tels que leurs valeurs sont distinctes, alors pour toute valeur entre f de a et f de p, il est atteinte par un f de c. Il existe c tel que f de c égale à k. Donc ça aussi c'est un théorème. Alors bon, je ne donne pas la démonstration, donc il y a une vidéo consacrée au théorème des valeurs intermédiaires et une démonstration rigoureuse, donc il faut aller dans les playlists. Bon alors voilà le théorème des valeurs intermédiaires, donc on prend A et P, donc j'ai f de A, f de P, je prends une valeur ici. Alors l'idée c'est que pour aller de là à là, il faut traverser cette droite, c'est la continuité. Donc pour aller de ce niveau à ce niveau-là, on va traverser cette droite à cause justement de la continuité de la fonction. Voilà, alors maintenant, donc allons-y. La première démonstration du théorème de Weierstrass et du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, c'est une démonstration due à Claude Alain-Faure. Il a été publié récemment dans Arxiv, donc il y a un preprint dans Arxiv. Donc je mettrai la référence exacte dans le descriptif de la vidéo. Alors ça repose sur un lemme, alors un lemme particulier, et bon c'est étonnant de poser ce genre de lemme, mais bon on va voir. Alors l'idée c'est de prendre une famille, donc de prendre un intervalle fermé bordé et prendre une famille de sous-intervalles fermés de I. Donc ici ça contient des sous-intervalles de la forme R et S, qui sont des sous-intervalles de AP. Alors cette famille vérifie trois actions. Alors le premier, donc A, c'est l'additivité. Donc si l'intervalle RS est dans cette famille et ST dans cette famille, alors la somme en quelque sorte RT est dans la famille. Donc ça, c'est l'additivité. Alors la deuxième propriété, donc c'est propriété L pour left en anglais, donc c'est-à-dire à gauche. Alors chaque fois que vous prenez un S dans l'intervalle APS différent de A, alors vous pouvez trouver un delta positif est plus petit que S moins. Alors on va voir pourquoi ça. Et tel que tout, pour chaque R dans cet intervalle, donc si vous vous déplacez à gauche, et donc vous pouvez toujours vous déplacer à gauche à partir de S, par un delta, et bien tout, pour chaque R ici, l'intervalle RS appartient à cet intervalle. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe left quand on prend un point et se déplace. Il y a toujours un petit intervalle très proche de S, tel que tous les R qui sont là-dedans. Alors donc ça veut dire ça. Donc voilà, je prends mon intervalle AB, je prends S. Alors je peux toujours trouver delta tel que voilà. Alors ici cette condition pour ne pas dépasser A, donc pour rester dans l'intervalle S moins delta, et la propriété affirme que chaque fois que je prends un R dans cet intervalle S moins delta S, et bien RS reste aussi dans la famille des intervalles. Voilà, alors il y a aussi une propriété à droite, donc right. Donc chaque fois que je prends un S dans AP, donc différent de P, il y a toujours à droite de S un T, tel que l'intervalle ST est dans cette famille. Voilà. Donc ça veut dire voilà, donc je prends l'intervalle, je prends S, je peux toujours trouver un T tel que ST est dans cette famille.
Donc voilà, donc ça c'est les hypothèses, donc les trois axiomes. Donc cette famille vérifie ces trois axiomes. Et bien la conclusion, c'est que l'intervalle AB est forcément va être dans cette famille. Voilà, donc c'est ça le lemme. Euh, voilà, donc bon ben moi quand j'ai vu ce lemme, ça m'a étonné de comment on pense ça, mais bon. Voilà, toujours est-il qu'à l'aide de ce lemme, on va pouvoir montrer le théorème de Weierstrass et le théorème des valeurs intermédiaires. Alors d'abord, commençons par donner la démonstration de ce lemme. Il est relativement simple. Alors donc, je prends cet ensemble, l'ensemble des x tels que AX appartient à la famille I. Et l'idée, c'est de montrer que B appartient à E. Donc si B appartient à E, j'aurai l'intervalle AB qui est dans I. Et B, donc ça va être le sup. Alors d'abord, remarquons que cet ensemble est non vide. Alors il est non vide à cause de la propriété R, parce que chaque fois que vous prenez un S, il y a un T à droite de S qui vérifie ça. Donc si vous prenez S égale à A, et bien il existe un T tel que l'intervalle AT appartient. Donc cet ensemble il est non vide. Et en plus, sa borne supérieure est différente, plus grande que A. Voilà, alors maintenant on va montrer que S appartient à, E. Alors je vais utiliser la propriété left. Donc S, je prends ce S, donc il va exister un delta tel que chaque fois que R est là-dedans, ça entraîne ça. Voilà, donc j'ai ça. Donc il existe delta tel que pour tout R dans S moins delta S, RS appartient là-dedans. Alors maintenant, S, c'est le sup. Dans l'intervalle R moins delta S, eh ben, je peux trouver un élément de E. Ça, c'est la propriété de la bande supérieure. La bande supérieure, chaque fois que vous descendez, la bande supérieure, c'est le plus petit des majorants. Donc, si vous prenez S moins delta, ce n'est plus un majorant. Et donc, il y a un élément de E qui dépasse S moins delta. Donc, il existe R0 qui vérifie ça. Alors maintenant, j'ai R0, il est dans E, donc l'intervalle AR0 est là-dedans. Et R0 est là-dedans, donc R0S est aussi dans I. Et donc je vais utiliser l'additivité pour conclure que AS est dans I, et ce qui veut dire que S est dans E. Voilà, bon alors donc on a utilisé à peu près tout. Bon alors maintenant je vais montrer que S égale à P. Bon alors si S est strictement inférieur à P, donc d'après la propriété R, il existera un T plus grand que S tel que ST est là-dedans. Mais S, j'ai l'intervalle AS qui est là-dedans. Et ST est là-dedans, donc ça va me donner que T est dans E. Puisque j'aurai AT est là-dedans, et donc T est dans E. Et ça, c'est impossible, puisque T est plus grand que le sup. Ça, c'est pas possible. Et donc, voilà, donc S égale à B. Et donc, appartient à E, donc AP dans E, et j'ai montré le lait. Voilà, alors maintenant, comment démontrer le théorème de Weierstrass à partir de ce lemme? Alors, ce qu'on va faire, on va construire une famille de sous-intervalles. Donc, on va utiliser un raisonnement par l'absurde. Et on va arriver à une contradiction en considérant une sous-famille d'intervalles AP à partir de la négation de ce qu'on veut montrer. Donc je suppose que, par exemple, il n'y a pas de sup atteint.
Donc il n'y a pas de sup atteint, ça veut dire que chaque bêta, il existe x tel que f de bêta est strictement inférieur à x. Bon, alors pour l'autre, ça se demande, vous remplacez f par moins f et voilà. Donc, alors, et je considère cette famille d'intervalles, donc les intervalles fermés de AB, tels que la fonction est majorée par une valeur f de u sur l'intervalle i, quel que soit x, f de x est inférieur. Alors je vais montrer que cette famille d'intervalles vérifie les conditions du lemme. Et si je vérifie ça, donc l'intervalle AB est là-dedans, et donc ça contredit ça. Donc je vais aboutir à une contradiction. Alors la première propriété, l'additivité, donc si R, S et ST sont là-dedans, donc ça veut dire que F est majoré par une valeur f de u sur cet intervalle et par une autre valeur f de v sur cet intervalle. Bon alors, c'est ça. Alors maintenant, si je prends un x dont r t, eh bien, f est majoré par le max des deux. Et donc, rt appartient à f. Donc, l'additivité est vérifiée. Alors maintenant, la propriété L. Alors bien sûr, pour le moment, je n'ai pas utilisé la continuité. Donc voilà, donc dans le théorème de Herschel, la continuité est importante, et bien donc on va l'utiliser pour montrer cette propriété. Donc je prends un S dans AP. D'après cette propriété, il existe un U tel que f de S est strictement inférieur à f de U. Donc d'après ça, mon hypothèse. Maintenant, j'ai f de S strictement inférieur à f de U. Je peux avancer encore un petit peu et rester strictement inférieur à f de U. Donc je peux choisir un epsilon tel que f de S plus epsilon reste inférieur. Donc ça c'est les propriétés de R. Et maintenant, vous imaginez, je vais utiliser la continuité de la fonction au point S. Donc la continuité, j'ai quel que soit epsilon, donc il va exister un delta que je peux supposer plus petit que S moins A, donc je peux le prendre petit, tel que pour tout x dans cet intervalle, f de x est inférieur à f de S plus epsilon. Ça c'est la continuité f de x et entre f de S plus epsilon et f de S moins epsilon. Et donc là-dedans, pour tout x là-dedans, j'ai cette propriété. Et donc ça veut dire que si je prends un R là-dedans, l'intervalle RS va être dans I, puisque c'est inférieur. Et donc, j'ai montré le L. Alors maintenant, le R, ça se démontre de la même manière. Donc, je prends un S. Il existe un U tel que f de S est strictement inférieur à f de U. Je choisis epsilon comme tout à l'heure. Il va exister un T tel que, puisque ça veut dire que la continuité, ça veut dire que sur un petit voisinage de S, j'ai cette propriété. Et donc ça veut dire que ST est dans I. Voilà. Et donc, voilà la démonstration du théorème de Weierstrass en utilisant le lemme. Donc maintenant, l'intervalle AB est contenu dans I, donc ça veut dire que la fonction est bornée et la bornée atteinte, mais on a supposé l'inverse, et donc il y a une contradiction, et voilà. Alors maintenant, le théorème des valeurs intermédiaires en utilisant la même chose. Donc voilà, donc je suppose la fonction continue est telle que je prends de A et P, f de A différent de f de P, je prends K entre f de A et f de P, et je montre que f de C égale à, il existe un C. Alors là aussi on fait un raisonnement par l'absurde. Donc je suppose que
quel que soit x, f de x est différent de k, donc k n'est pas atteinte. Je considère cet intervalle, donc c'est les intervalles tels que la fonction, ou bien il est strictement majoré par k sur i, ou bien strictement minoré par k. Voilà, donc je prends les intervalles qui vérifient. Et je vais montrer que cette famille vérifie les conditions du lemme. Bon, alors l'additivité c'est facile, donc j'ai la fonction ici qui est, disons par exemple, strictement inférieure à k sur cet intervalle. Alors sur cet intervalle, il ne peut pas être strictement supérieur à k puisqu'il y a s entre les deux. Donc si il est strictement inférieur à k là-dedans, il l'est aussi ici. Et s'il est supérieur, il est supérieur. Donc là, c'est parce qu'il y a un point d'intersection. Et donc, sur l'intervalle RT, il est strictement inférieur à K ou strictement supérieur à K. Donc, voilà, alors le L, donc je prends un S dans l'intervalle AB. Voilà. Alors, je sais que f de S est différent de K, donc par exemple f de S strictement inférieur à K, bon, l'autre cas se fera de la même manière. Donc je prends un epsilon tel que f de S plus epsilon est strictement inférieur à K, j'utilise la continuité là-dedans, et donc voilà, pour chaque R là-dedans, j'ai f de X reste strictement inférieur à K, et voilà, donc j'ai le L. Bon, le S se démontre de la même manière. Puisque donc je prends S, toujours f de S inférieur à K, je prends epsilon, il existe un T tel que, voilà, donc c'est fini. Bon, alors maintenant, donc ça veut dire que l'intervalle, donc ça veut dire que la fonction vérifie f de x, quel que soit x dans AP, f de x est strictement inférieur à k. Mais nous, dans le théorème, on a supposé que k est compris entre f de a et f de b. Donc k, il est soit inférieur. Si par exemple f de x est inférieur à k, donc par exemple k est inférieur à f de b, mais il est supérieur à f de a. Voilà, donc c'est l'hypothèse k compris entre f de a et f de b va empêcher que la fonction vérifie cette propriété sur l'intervalle AP. Et donc il y a une contradiction et on a le résultat. Voilà. Voilà, donc on a démontré le théorème de Weierstrass et le théorème des valeurs intermédiaires grâce à ce lemme. Alors la deuxième démonstration de Weierstrass, donc il est dû à Samuel Ferguson, il a été publié dans une archive en 2018, et il repose sur la notion de point panoramique d'une fonction continue. Alors l'idée elle est très simple et très jolie aussi. Alors c'est quoi un point panoramique? Alors en fait je l'ai traduit panoramique, en anglais c'est lookout point. Donc alors bon, on va voir que ça correspond à l'idée d'un point panoramique. Donc c'est un point x dans AB tel que pour tous les valeurs de t avant x, et bien f de x il les regarde donc c'est ça, f de x regarde les points f de t, donc c'est ça, on va dire. Quand on arrive à x, on a une vue panoramique, on regarde tout ce qui vient après, il est avant. Voilà, bon, alors bien sûr, ici, à cause de ça, bon, puisque la x n'est pas inclus, ben, A est un point panoramique, par définition, parce que pour A, cet ensemble est vide, et donc l'ensemble vide vérifie tout ce qu'on veut. Donc, on considère A comme un point panoramique.
on note R l'ensemble des points panoramiques de F. Alors, alors pas un panoramique, donc ici, voilà, ce point-là, là, on est dans un point panoramique, puisque tout ce qui vient après, on le regarde d'en haut. Alors après, ce n'est plus un point panoramique, voilà, on continue, il n'y a plus de point panoramique jusque là. Donc là, maintenant, ça commence, et tous les points qui arrivent après ça sont panoramiques. Et en fait, l'idée de Ferguson, c'est de dire que la valeur maximale de la fonction sur AP, il est atteinte au sup des points panoramiques. Donc on voit bien, au ce sup-là, la fonction va atteindre son maximum. Donc l'idée, c'est de prendre l'ensemble des points panoramiques, de montrer qu'il est, d'abord il est non vide, qu'il est non vide majoré, donc il admet une borne supérieure. Eh bien, il faut montrer que cette borne supérieure est atteinte, et c'est elle, le sup de la fonction sur l'intervalle AP. Voilà, donc c'est ça l'idée géométrique. Alors on va montrer ça maintenant d'une manière rigoureuse. Donc je prends une fonction continue, je prends l'ensemble de ces points panoramiques. Alors d'abord, cet ensemble est un fermé borné. Son sup, quel que soit x, f de x est inférieur à f de r. Donc r égale le sup. Et donc voilà, donc avec ça on a la démonstration du théorème de Weierstrass. Alors bien sûr pour l'inf, vous remplacez f par moins f et ça marche. Alors la preuve, alors il est très joli, la preuve. Alors d'abord on va montrer que c'est un fermé borné. Bon, il est borné puisqu'il est contenu dans AP. Il est non vide, on a dit que A est un point panoramique. Donc le sup existe. Alors montrons que R est fermé. Alors je prends une suite de points panoramiques dans R qui convergent vers un point X. Et l'idée, c'est de montrer que X est aussi un point panoramique. Donc ça veut dire que je dois prendre un T là-dedans et montrer que f de t est inférieur à f de x pour tout t là-dedans. Bon, alors allons-y. Donc je prends ce t. Alors, puisque la suite xn converge vers x et t est strictement inférieur à x, la suite xn va dépasser t à partir d'un certain rang, puisqu'il va converger vers x. Donc, quel que soit n, t est strictement inférieur à xn. Alors, xn est un point panoramique, et t est strictement inférieur à xn, donc f de t est inférieur à f de xn. Donc, quel que soit n, f de t est inférieur à f de xn. Et vous imaginez, donc maintenant j'utilise la continuité, je passe à la limite. Et donc quand je passe à la limite, par continuité, f de t est inférieur à la limite de ça. Mais la limite d'une fonction continue, donc on permute f et la limite, et donc j'obtiens ça. Et voilà, donc la continuité, c'est ce qui permet de montrer que R est fermé. Et donc, voilà, X appartient à R, et le sup aussi est dans R, puisque si, dans un ensemble fermé, sa borne supérieure et sa borne inférieure sont là-dedans. Voilà, alors maintenant, le deuxième, on va montrer le 2. Alors l'idée, c'est de prendre un point K strictement, puisque je veux montrer que tous les X, donc chaque fois que je prends un K strictement supérieur à f de R, je vais montrer que cet ensemble est vide. Donc tous les T, il n'y a pas de T supérieur ou égal à K pour K supérieur à R, puisque je veux montrer ça. Voilà, alors donc je vais montrer que cet ensemble est vide. Alors je suppose qu'il n'est pas vide. Donc s'il n'est pas vide, il a une borne inférieure puisqu'il est contenu dans cet intervalle. Donc la borne inférieure existe, D. Et en plus, D c'est une limite de points de SK. Donc il existe une suite telle que
f de Tn est supérieur ou égal à k et Tn converge vers D, par passage à la limite, je vais montrer que f de D est supérieur ou égal à k. Alors k, je l'ai pris inférieur à R. Alors maintenant, je sais que R est un point panoramique, donc les éléments qui sont plus petits doivent vérifier ça. Donc cette condition me dit d'abord que D est différent de R, puisque f de D est supérieur, et que D est strictement supérieur à R. Parce que si D est inférieur à R, il va vérifier ça. Donc D est supérieur à R, donc D n'est pas un point panoramique. Donc ça veut dire qu'il existe un point avant D qui est supérieur en valeur à f de D. C'est ça la négation d'être panoramique. F de D est supérieur et c'est supérieur à K. Et donc, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré qu'il existe un T strictement inférieur à D qui est dans SK. Et ça, c'est pas possible, puisque D, c'est l'inf. T, il est dans SK et T est strictement inférieur à D. D, c'est l'inf, c'est absurde. Donc, SK est vide. Voilà, alors maintenant, avec ça, on peut conclure. Donc, j'ai montré ça. Alors maintenant, je vais montrer ça. Alors, je raisonne par l'absurde. Je suppose qu'il existe un x tel que f de x est strictement supérieur à f de r. Donc, supposons que j'ai ça. Ah, bien sûr, ça veut dire que f de x, il y a une valeur entre f de x et f de r. Et cette relation me dit que x, elle est dans SK. Impossible, puisqu'on a montré que SK est vide. Et voilà, et on arrive à la fin. Et donc on a la démonstration de Ferguson de théorème de Bolzano-Weierstrass. Voilà, donc si vous êtes resté jusque là, donc n'oubliez pas de liker, s'abonner et partager pour encourager la chaîne. Et je vous